Les 4800 points du S&P 500 atteints dans le choc boursier du début du mois d'avril, ces 4800 points sont-ils le point bas du choc boursier et peut-on envisager que, toujours dans une volatilité importante, eh bien, petit à petit, dans la suite du printemps et de l'été, le marché remonte vers son record du mois de février dernier? C'est le sujet traité dans cette nouvelle émission du Top Gun. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver, comme chaque lundi, dans l'émission Top Gun, où nous parlons marché action international, où nous parlons analyse technique, où nous parlons fondamentaux. Et je pose une question simple. Le S&P 500, dans son drop de la première quinzaine du mois d'avril, a touché de manière brève, sur 2 séances d'ailleurs, les 4800 points. C'est l'ancien record historique, rappelez-vous, de fin 2021, celui qui avait vu donc l'apogée du mouvement haussier dans le sillage donc, de l'impression monétaire pour lutter contre la crise sanitaire à l'époque. Et puis vous avez eu un grand marché baissier en 2022 sur fond de politique de resserrement monétaire pour briser les reins à l'époque de l'inflation. Alors au passage, il n'y aura pas de seconde vague d'inflation, mais je vais en dire un mot. Et puis depuis l'automne 2022 s'est déployé un puissant marché haussier qui a culminé à 6200 points, 6100 et quelques, je ne sais plus exactement le prix exact, au mois de février dernier. Et depuis, nous avons vécu un choc boursier, alors comparable, beaucoup plus comparable au choc boursier de la crise sanitaire que du bear market de 2022. Je pose une question simple, mais qui ne mérite pas une réponse simple. Je pose une question simple. Avons-nous vu le bottom? Non, parce qu'il y a 2 écoles. Il y a ceux qui sont persuadés qu'un krach boursier majeur nous attend, du type crise financière de 2008, du type krach boursier de 2001, rappelez-vous à l'époque l'explosion de la bulle spéculative, dite de la bulle internet, des valeurs .com, et d'autres qui pensent, dont je fais partie, que nous avons eu un choc boursier assez court dans le temps, beaucoup plus proche par exemple du choc boursier de la crise sanitaire, avant que se mette en place, mais toujours dans une volatilité qui va rester élevée, une reprise. Et donc que le bottom aurait été établi à 4800 points sur l'indice S&P 500, qui reste l'indice de référence de la finance mondiale. Alors, dans cette vidéo, tout d'abord, première partie, je vais explorer, donner mon point de vue, sans trop blablater cette fois-ci, sur les fondamentaux nécessaires pour valider un creux majeur. Ok, alors, politique économique, politique commerciale, politique budgétaire, politique monétaire, les entreprises, les perspectives de bénéfices, les fondamentaux nécessaires pour valider un creux majeur. Vraiment ce qui est essentiel, selon moi. Deuxième partie, ce fameux Fed put, le put de la Réserve fédérale des États-Unis, que tout le monde attend, que tout le monde espère, alors que Jérôme Powell continue de se montrer extrêmement prudent. Il a encore rappelé la semaine dernière que la priorité allait à la lutte contre l'inflation. Alors, pour déclencher ce fameux Fed put, en clair, envisager que ce printemps ou l'été, nous ayons une reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux en lien avec l'incertitude macroéconomique et l'instabilité financière, eh bien, le problème c'est qu'il y a un hic, il y a un grain de sable. Et ce grain de sable, je vais en dire un mot et vous donner mon opinion. Troisième partie, j'estime que sur le plan de l'analyse chartiste, que sur le plan de l'analyse technique, que sur le plan de l'analyse quantitative, le point bas a une bonne probabilité d'avoir été fait la première quinzaine du mois d'avril à 4800 points sur l'indice S&P 500. Quatrième partie, nous allons parler allocation d'actifs. Très intéressant d'observer dans l'évolution des portefeuilles l'évolution de la part du cash chez les gérants institutionnels. En général, un point bas majeur est validé lorsque la part du cash dans les portefeuilles, exprimée en pourcentage du total du portefeuille, atteint un niveau assez élevé. Et il a fortement rebondi ces dernières semaines. Où en est-il? Nous allons en parler. Cinquième partie,
je vais reprendre les toutes dernières données qui opposent le sentiment des traders particuliers au sentiment et à la participation des traders institutionnels. Car en général, les particuliers dans leur majorité se trompent, sont à contre-tendance, puisqu'une grande majorité des traders particuliers est perdant, alors pour aussi des raisons de money management, mais les institutionnels, eux, en majorité, en pourcentage de trades gagnants, sont dans le vert. Et donc, il est toujours intéressant de suivre les mains fortes et d'aller à contre-tendance des mains faibles. Je vous fais donc un point sur ce sentiment du marché, particulier versus institutionnel. Sixième partie, ça fait partie des lueurs d'espoir qui permettent d'envisager un rebond de fin de printemps et d'été, notamment sur les actifs risqués en bourse, donc le marché action, notamment, mais aussi le marché des cryptos, à savoir les métriques de la liquidité nette aux États-Unis. Alors c'est en lien aussi avec les perspectives de politique monétaire de la Fed, et surtout les métriques de l'offre monétaire mondiale, l'agrégation des M2 de chaque pays, des principales économies mondiales. Et l'offre monétaire mondiale fait déjà un nouveau record historique, alors que la Fed n'a même pas repris la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux. Et ça, ce sera la sixième partie de cette vidéo, et un argument solide pour envisager que le bottom ait été fait à 4800 points sur l'indice S&P 500. Bienvenue à la nouvelle édition du Top Gun. Allez les amigos, c'est parti. Alors, la question, je l'ai posée dans l'introduction. Les 4800 points sont-ils le bottom de l'indice S&P 500? Eh bien, c'est parti, nous attaquons les slides de ce PowerPoint. D'ailleurs, est-ce que cela vous plaît toujours que je déploie des slides, ou préférez-vous que ce soit peut-être plus rapide directement sur les graphiques, avec moins de blabla? Partagez votre opinion, s'il vous plaît. Le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux. 6 parties, je les ai décrites en introduction, et donc on attaque la première partie. Les fondamentaux nécessaires pour valider un creux majeur du S&P 500 à 4800 points. Alors là, chers amis, ce sont mes réflexions. J'aime réfléchir, avoir une pensée que j'estime, tout en restant humble, être original. Les fondamentaux nécessaires pour valider un creux majeur du S&P 500, dans ce choc boursier qui a été très particulier. C'est un choc non pas d'activité réelle menacée là à un instant T. C'est la différence avec la crise sanitaire où l'économie avait été à l'arrêt et il y avait donc l'interruption des flux économiques, des flux commerciaux. Là, nous sommes actuellement dans une dichotomie très nette entre l'activité économique réelle qui garde sa force, il n'y a pas de décrochage macroéconomique, mais un cadre prospectif dont l'incertitude atteint des records qui dépassent même ce que fut l'incertitude de la crise sanitaire. Si vous regardez quelques données intéressantes, ça je crois que je vous l'avais déjà montré, mais l'augmentation sensible depuis le début de l'année de ce thème d'inquiétude fondamentale majeure, à savoir la guerre commerciale pouvant déclencher une récession globale. Donc, une incertitude qui a atteint son niveau le plus haut depuis la crise financière d'avril 2020. Sauf qu'à l'époque de la crise financière, de la crise sanitaire, pardon. Sauf qu'à l'époque de la crise sanitaire, eh bien, il y avait un ralentissement économique réel. Rappelez-vous, il y avait des files de supertankers de pétrole au large des ports. L'activité est à l'arrêt. Là, notre activité n'est pas du tout à l'arrêt. Nulle part. Alors, les entreprises, peut-être certaines, commencent un peu à reporter en attendant d'en savoir davantage, en attendant de retrouver, en fait, un cadre plus stable. Alors, les fondamentaux nécessaires pour valider un creux majeur du S&P 500. Avant d'attaquer ça, je vous rappelle rapidement que vous avez cette semaine, c'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais vous avez cette semaine les résultats trimestriels des entreprises. C'est toujours intéressant lorsque vous avez des GAFAM. Et donc ce 24 avril, vous avez les résultats d'Alphabet, Google, d'Amazon, de Tesla, en ce qui concerne donc les principales entreprises qui publient leurs résultats. Alors, afin de valider un creux majeur de l'indice S&P 500 sur son support des 4800 points, donc de valider un creux majeur de l'indice S&P 500 sur son support des 4800 points, la question que je pose dans cette vidéo, c'est avons-nous vu ici, avec cette mèche, c'était propre, hein, le retest des 4800 points a été quand même extrêmement propre, avons-nous vu ici le bottom? Voilà.
Et si c'est le cas, d'ailleurs, je refais la comparaison, il y a une différence très nette entre un bear market, vous avez sous les yeux les bougies japonaises qui exposent les bougies japonaises mensuelles du contrat futur S&P 500. Moi, je pense que nous sommes davantage dans un choc comme ça, isolé, à l'image de la crise sanitaire, qui a été suivie d'une reprise très lente, mais une reprise, que d'un bear market qui pourrait durer plusieurs mois. Ça, c'est donc mon opinion. Alors, pour valider cette opinion, il faut absolument que le marché obtienne la validation de deux choses qui me semblent cruciales sur le plan fondamental. Tout d'abord, en ce qui concerne la guerre commerciale, le marché a besoin de visibilité. En fait, même limite, peu importe que la guerre commerciale dure encore. Le marché en a assez que l'administration Trump fasse la girouette sur une base quotidienne. Le marché a juste besoin de savoir ce qu'il attend. Quel cadre commercial arrive? Fixer définitivement, pays par pays, blocs commerciaux par blocs commerciaux, secteur par secteur, quels sont pour de bons et une fois pour toutes les droits de douane qui seront appliqués. Car on parle le lundi de droits de douane pour tel secteur de tel pays, et puis finalement le mardi c'est reporté de 3 mois pour négocier, et puis le mercredi on remenace, et puis le jeudi finalement une perspective d'accord est en vue, enfin le marché en a marre. Donc, accords commerciaux ou pas d'accords commerciaux, on veut être fixé. Retrouver donc un cadre qui soit stable. Même si ce cadre est davantage négatif que le cadre précédent, ce qui compte, c'est même plus l'aspect positif ou négatif, c'est la stabilité. Et ça me paraît essentiel. Donc, pour valider un creux majeur, il y a bien sûr le fait d'être ouvert à la négociation. Donc, forcément, le fait d'avoir des pays, et notamment les principales économies, les principaux blocs commerciaux, qui soient à nouveau ouverts à la diplomatie commerciale, c'est une première étape. Et c'est sûr que idéalement, pour stabiliser une fois pour toutes les marchés financiers, il faut un deal commercial qui, en fait, concerne les 3 principaux blocs. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Les discussions avec l'Union européenne, ça prend du temps. Avec la Chine, c'est une question d'ego. Qui arrive le premier à la table des négociations? Et pour le moment, ce sont 2 tigres qui se regardent et qui sont dans une phase d'ego. Oui, nous en sommes là. Deuxième fondamental majeur pour envisager que le bottom a été fait à 4800 points, il faut que le Fed put retrouve une probabilité d'exécution. Jusqu'à présent, la Fed a beaucoup communiqué sur le fait qu'elle s'inquiétait que cette guerre commerciale relance l'inflation à la hausse. Étrange parce que ça n'a pas été le cas lors du premier mandat de Donald Trump, mais c'est vrai qu'à l'époque, la guerre commerciale, c'était surtout contre la Chine et pas le monde entier. Mais à l'époque, il y a eu bien un accord commercial, le Wine-Face Trade Deal, qui est arrivé en décembre 2019. Bon, là, mais voilà, le marché a besoin de savoir qu'à un moment ou un autre, la Fed est prête à intervenir en agissant sur son bilan, sur ses taux d'intérêt, sur la monnaie disponible. Mais pour le moment, dans le discours, la Fed ne lâche rien. En même temps, elle ne peut pas non plus lâcher trop vite. Moi, je ne m'inquiète pas sur le fait que, en cas de problème systémique, elle sera là. Elle a toujours été réactive. En tout cas, croire encore au Fed put et retrouver un cadre commercial prospectif qui soit à nouveau plus stable, voilà ce dont a besoin le marché pour valider un creux majeur sur le niveau des 4800 points. Alors, Fed put, le grain de sable, effectivement, le fameux Fed put, il y a un grain de sable. C'est-à-dire que, je m'explique, quand je parle de grain de sable, actuellement, l'inflation est au sud. Je vous montre ici l'évolution de l'inflation en temps réel, et vous pouvez regarder même l'inflation des services. Toutes les métriques d'inflation en temps réel, et d'ailleurs, je peux même vous montrer l'inflation des nouveaux véhicules automobiles, elle ne bouge pas. Ça reste à 0,7. Les taux d'inflation, d'ailleurs, ont pris la direction du sud, que ce soit le PCE ou le CPI. Et si vous regardez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, le PCE est censé atteindre ou approcher la cible de la Fed, idem pour le CPI, sur les métriques du mois d'avril. Les taux d'inflation concernant le mois d'avril étant publiés en mai. Donc, là, il y a un problème.
C'est dommage, structurellement, l'inflation avait repris la direction du Sud. Et notamment des composantes essentielles comme l'immobilier, comme l'énergie, comme la santé. D'ailleurs, au passage, l'immobilier n'est pas du tout concerné par la guerre commerciale, très peu. Pas de manière directe en tout cas. Bon, sans cette guerre commerciale, je vous garantis que la Fed baissait ses taux là dès ce printemps parce que la cible d'inflation était quasiment faite. Pour le moment, les indicateurs temps réel d'inflation ne suggèrent pas de rebond de l'inflation. Mais la crainte est à son plus haut niveau. Et je vous montre ici les anticipations d'inflation. Regardez-moi bien ce graphique. Les anticipations d'inflation à 1 an du consommateur américain. Ça a explosé à la hausse en atteignant 6,7%. C'est supérieur au sommet qui avait été atteint au moment de la crise inflationniste de 2021-2022. Mais il est tout à fait possible que ces craintes des consommateurs ne se réalisent pas. C'est ça la principale différence. C'est que là, dans les faits, pour le moment, le consommateur n'est exposé à aucun rebond de l'inflation. Que ce soit l'alimentaire, l'énergie, il y a même le prix de l'essence baisse à la pompe. Donc, c'est là où il y a vraiment quelque chose d'extrême. Le consommateur est dans l'erreur. Il n'y aura pas une vague d'inflation supérieure à ce que fut celle de la crise inflationniste de 2021-2022. Ne serait-ce que déjà pour le prix de l'énergie. Et ne serait-ce que le fait que les services, c'est les 3/4 du calcul des taux d'inflation, et les services ne sont pas concernés directement par la guerre commerciale. Mais le grain de sable est là. L'incertitude. Encore une fois, l'incertitude. Et c'est pourquoi même les économistes de la Fed ont besoin de savoir quel sera le cadre commercial appliqué pour de bon pour reprendre leurs anticipations d'inflation. En tout cas, c'est effectivement le grain de sable qui bloque une activation rapide du Fed Put. Mais là aussi, les choses peuvent être très rapides. Et il suffit d'atteindre des accords commerciaux et que l'on constate dans les 2-3 prochains mois que l'inflation ne rebondit pas et continue sa baisse, et tout ira bien. En tout cas, pour l'instant, tous les indicateurs temps réel avancés d'inflation restent optimistes. Alors, sur le plan quantitatif, sur le plan de l'analyse technique, effectivement, il y a quand même une bonne probabilité que le point bas ait été établi sur l'indice S&P 500. Donc, je vais reprendre déjà l'aspect quantitatif. Vous avez sous les yeux le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Donc là, cela signifie qu'actuellement, il y a 16% d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Et vous pouvez observer que tous les creux majeurs, donc ici, le creux majeur de la crise financière, avait vu un pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours tomber à 3-4%, puis ici 9% avant de se reprendre. Et en fait, vous voyez que nous sommes entrés dans une zone où systématiquement, dans tous les chocs de marché qu'il y a eu, là vous avez le point bas du Covid, le point bas du bear market de 2022, là le point bas d'octobre 2023, donc le point bas d'octobre 2023 c'est là, le point bas de 2022 c'est là, le point bas de la crise sanitaire c'est là. Systématiquement, ce pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours s'est retourné à la hausse depuis cette zone. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec un bottom qui pourrait avoir été établi ici en avril 2025. Donc sur le plan quantitatif, il y a quand même une bonne probabilité que le bottom soit là. Maintenant, le graphique en données mensuelles, il est trop tôt pour l'interpréter. Je me tourne à nouveau vers le graphique en données hebdomadaires de l'indice S&P 500. Et effectivement, on a là donc une ligne de tendance haussière qui attrape le plus bas de la crise sanitaire, le point bas du bear market de 2022, et qui vient croiser, se combiner avec ce support horizontal qui fut ici le sommet de cette reprise post-choc boursier de la crise sanitaire. Donc un choc finalement qui ressemble beaucoup plus au choc de la crise sanitaire que le grand bear market de 2022, qui était une phase de lutte contre l'inflation et de forte remontée des taux d'intérêt. Vous avez sur l'indicateur technique RSI une ressortie par le haut de la zone de survente qui rappelle ici des renversements baissiers aussi du passé. À chaque fois qu'on en sortait par le haut, par exemple là c'était la belle divergence de 2008, là c'était la divergence de la crise sanitaire. Vous voyez que systématiquement, lorsqu'on en ressort, c'est quand même un argument technique intéressant pour croire qu'un bottom a été fait. Maintenant, en données journalières, alors ne regardez pas le prix parce que j'enregistre pas la vidéo lundi, mais un peu avant, mais peu importe.
le marché a perdu 20% depuis ses plus hauts, 21%. Les 4800 là, ça peut rester volatile dans cet intervalle, volatile ici un certain temps, et se reprendre plus tard ici, sur le printemps-l'été. Enfin, en tout cas, c'est un que j'ai. Si on revient retest cette zone, pour moi ici, c'est une opportunité. Alors, allocation d'actifs, la part du cash dans les portefeuilles des gérants est montée à 4,8% selon la toute dernière étude de la Bank of America. Alors attention, ce graphique n'est pas à jour, je l'ai complété, mais cette étude de la BofA a été publiée mi-avril, donc les chiffres sont tout récents. Alors en fait, pourquoi ici c'est quelque chose qui est intéressant? Alors déjà, l'étude de la BofA nous dit que le niveau de peur a atteint ce qu'on pourrait appeler le paroxysme de la peur. Le paroxysme de la peur, c'est nécessaire pour pouvoir valider un creux majeur. 82% anticipent un ralentissement mondial, 42% ce sont des asset managers dans l'étude de la Bank of America. Une récession, nous sommes sur des niveaux de peur extrêmement importants. 49% anticipent un hard landing contre 11% le mois précédent. Et la part du cash qui était à 4,1% dans les portefeuilles en mars 2025 est montée à quasiment 5% en avril. Et en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que tous les creux majeurs ont lieu lorsque la part du cash a dépassé ce seuil des 5%. Là, ce fut le bear market de 2022, où on est quasiment monté à 6,5%. Là, on est monté à 6%. Donc, nous sommes à 4,8%. Donc, effectivement, nous n'avons pas encore, de ce point de vue de la part du cash, l'indication que le bottom pourra avoir été fait. Mais en même temps, il peut avoir été fait tout en restant en fait dans une phase volatile. Donc, ce sera intéressant de voir. En général, lorsqu'on approche de la zone des 5%, c'est là où on peut se dire que le sommet de la peur a été atteint. Bon, 4,8, c'est pas encore au-dessus de 5. Nous verrons la prochaine mise à jour. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant à noter, c'est que la part du cash en l'espace de 2 mois, elle est passée de 3%, parce qu'en février, c'était 3%, à 4,8%. Donc, il y a eu quand même quelque chose d'assez puissant sur ce sujet-là. Mais ce n'est pas suffisamment dans les extrêmes pour affirmer que le pic de la peur a été atteint. Alors maintenant, le sentiment des traders particuliers versus le sentiment des traders institutionnels, ça c'est intéressant parce que l'idée c'est que les traders institutionnels sont les mains fortes et les traders particuliers, ce sont les mains faibles. Ceux d'ailleurs dont les résultats trading sont les plus mauvais, comparé aux institutionnels qui ont un taux de trade gagnant négatif, donc ont un gain moyen inférieur à la perte moyenne. Les traders professionnels, institutionnels, ont un gain moyen supérieur à la perte moyenne, ont un taux de profitabilité supérieur à 50%, etc. Bon. Ces statistiques sont connues, il y a eu beaucoup d'études sur les traders particuliers. L'idée, en fait, c'est de prendre le contre-pied des traders particuliers et d'aller dans le sens des mains fortes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, les traders particuliers restent dans la peur. Malgré le S&P 500 qui tente de se reprendre, bien, les particuliers restent dans la peur, ne croient pas à la reprise. Avec un réservoir des vendeurs, selon l'association des investisseurs particuliers, qui reste extrêmement rempli. Alors, pour les institutionnels, je me suis tourné vers les toutes dernières données du rapport Commitment of Traders. Et donc, alors effectivement, la position nette institutionnelle recule ici. Je suis sur la position nette institutionnelle des asset managers et des gérants sur le contrat futur S&P 500. Donc en plus, c'est celui-ci, le mini-contrat S&P 500. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu d'explosion des positions short. Prenez par exemple le cas du bear market de 2022, il y a eu bien l'explosion des positions short. Et la position nette avait fait un double bottom. Parce que nous étions en bear market. Là, il y a eu une augmentation légère des positions short, mais pas suffisante pour pouvoir parler de l'engagement d'un grand bear market. Mais plutôt, ce qui est en fait mon opinion, c'est que nous avons ici plutôt un crash isolé, assez court dans le temps. Ça va rester volatile, mais avant de se reprendre. Et plutôt qu'avoir un long bear market, comme ce fut le cas ici en 2022, où il avait duré plus d'1 an. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de panique du côté de la finance institutionnelle. Alors je termine par ce qui me semble être vraiment la lueur d'espoir principale pour envisager une reprise ce printemps et cet été, à savoir
le nouveau record historique de l'offre monétaire mondiale en faisant l'addition des agrégats monétaires M2 des principales économies du monde, et la reprise de la tendance haussière de la liquidité nette aux États-Unis, avec une Fed qui a ralenti la vitesse de baisse de son bilan. Et ça, c'est vraiment aussi important à noter. Alors, je vous rappelle brièvement comment est calculée l'offre monétaire mondiale. En fait, l'essentiel, nous allons ajouter le M2 des États-Unis, le M2 de la Chine, le M2 de l'Union européenne, et puis bien sûr, toutes les M2 autres que les États-Unis vont être convertis en dollars, donc la tendance du dollar a effectivement une importance majeure. Alors, sur cet aspect-là, tout d'abord, la liquidité nette aux États-Unis a repris la direction du Nord et s'apprête d'ailleurs à dépasser son record de 2023. Ça, c'est vraiment très intéressant et autant vous dire que si la Fed devait reprendre la baisse du taux d'intérêt de ses fonds fédéraux, alors, au stade actuel, il est peu probable que la Fed baisse ses taux le 7 mai. Mais le marché se projette toujours sur 1, 2, 3, 4 baisses de taux d'ici la fin de l'année. La reprise de la baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux va venir booster le M2 américain. Dans tous les cas, le fait que la Fed ait ralenti la baisse de son bilan a déjà relancé à la hausse la liquidité nette aux États-Unis, comme vous voyez sur le graphique. Et il y a une corrélation entre la liquidité nette américaine et les actifs risqués en bourse, où là je vous ai mis en jaune le BTC et en vert le S&P 500. Ensuite, ça c'est intéressant, alors je prends l'exemple du Bitcoin, mais je peux superposer avec le S&P 500, où vous avez donc alors là en fait c'est l'offre monétaire mondiale, la somme des M2 du monde. En fait concrètement, donc en orange c'est le M2 américain plus le M2 chinois plus le M2 de l'Union européenne en gros, et je l'ai décalé dans le temps, donc il y a un décalage de 80 jours. Et ce qu'on observe en fait, c'est parce que si je ne le décale pas, si je remets à 0, eh bien il n'est pas dans le futur. Vous l'avez ici, donc voilà comment il se situe, il est au même niveau que nous. En fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'année, l'offre monétaire mondiale a explosé, en grande partie avec la baisse du dollar, l'augmentation du M2 chinois, l'augmentation du M2 européen, fait un nouveau record historique, et comme nous savons qu'il faut en moyenne 2 à 3 mois pour que ça vienne se déverser dans les actifs risqués, on lui met un décalage temporel de 80 jours, et ça nous laisse envisager, pour mai-juin, un rebond des actifs risqués en bourse. En tout cas, ça fait partie des lueurs d'espoir pour envisager donc un rebond et puis surtout pour argumenter en faveur d'un point bas majeur qui aurait été établi par l'indice S&P 500 à 4800 points. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne semaine.